Le Golfe est en ébullition, onde de choc planétaire suite à l'attaque d'installations pétrolières saoudiennes samedi dernier. Tout le monde l'affirme, personne ne veut la guerre. C'était une très grosse attaque et notre pays pourrait très facilement y répondre par une attaque beaucoup plus grosse. Mais nous allons d'abord trouver avec certitude qui est responsable. J'ai dit que nous pensions savoir qui c'était, mais je n'ai nommé personne. Mais il est certain que, pour la majorité, il semble que c'était l'Iran. Est-ce que je veux une guerre? Je ne veux de guerre avec personne. Je suis quelqu'un qui aimerait ne pas faire de guerre. Nous ne voulons pas de conflit dans la région. Qui a démarré le conflit? Pas les Yéménites. C'est l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Amérique, certains pays européens et le régime sioniste qui ont commencé la guerre dans la région. Nous n'avons pas mis fin aux accords les premiers. Nous n'avons pas coupé les relations diplomatiques les premiers. Ceux qui ont fait un pas en arrière feraient bien de faire un pas en avant. Alors, personne ne veut la guerre, nous dit-on, mais est-ce qu'on s'en est pas dangereusement approché le week-end dernier, cette semaine ? Oui et non, c'est-à-dire oui, si on écoute les paroles quand même très vindicatives de Mike Pompeo notamment, qui voilà, mais sauf que personne, et puis aussi de MBS, le roi saoudien, mais sauf que personne n'a les moyens de sa politique en fait. Personne, enfin tout ça, c'est des histoires de gros muscles parce qu'effectivement ce qu'a subi l'Arabie Saoudite et par ricochet les États-Unis, c'est déjà c'est du jamais vu, hein, honnêtement, un bombardement comme ça, faut le relire pour le croire. Ensuite, c'est extrêmement violent comme ça, la capacité de production du pétrole en Arabie Saoudite diminuée de moitié en une journée par une action. Bon, voilà, c'est une agression quand même, surtout que MBS est quand même cet homme qui est parti en disant, enfin qui est sorti un peu au grand jour en disant voilà, je serai l'homme de la guerre au Yémen, je serai l'homme qui renouvellera un petit peu l'Arabie Saoudite, un homme à poigne en fait. Bah, là, c'est quand même un désaveu terrible. Donc forcément derrière, il y a une réponse qui est assez offensive avec aussi l'allié américain qui arrive. Mais derrière, qu'est-ce qu'on peut faire? Le ministre des Affaires étrangères Zarif iranien qui dit s'il nous attaque ce sera une guerre totale. Oui, il y a des risques quand même que ça soit un conflit qui dépasse largement les moyens de toutes les parties, donc c'est effectivement très dangereux. Une guerre par inadvertance, comme l'avait évoqué déjà quand tout ça a commencé lors de la première attaque l'ancien chef de la petite diplomatie britannique. Une guerre par inadvertance, c'est ce qui pourrait arriver. De forces militaires, d'avions, etc. Rien n'est impossible. Un mauvais tir, un avion abattu, enfin tout ça peut dégénérer très vite. Mais moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est l'ambivalence de tous les acteurs. Aux États-Unis, il y a une partie de l'establishment qui milite pour une guerre frontale, ouverte avec l'Iran, la destruction du régime, etc. Et puis il y a une partie de l'establishment entre les technocrates de la défense qui disent attention, c'est très dangereux, on ne sait pas où ça nous amène, et un président Trump qui est tout le temps dans l'ambivalence sur ces dossiers, parce qu'il aimerait bien quand même, il dit j'aimerais bien être le faiseur de paix, j'aimerais bien que je sois reconnu comme ça. Ce qu'il a fait en Corée du Nord, il aimerait bien peut-être le faire avec l'Iran, et puis il se dit peut-être qu'il y a du business derrière. Donc lui, il est dans cette souplesse. Mais quand même, c'est ambivalent. Dans les pays du Golfe, il y a une ambivalence absolue, en particulier dans les Émirats, où on les a poussés presque devant, ils se sont mis devant, ils découvrent qui ne sont pas forcément couverts, que c'est pas sûr que l'Amérique intervienne massivement. Ils sont d'une fragilité parce que l'attaque sur les pipelines, demain, ça peut être des attaques sur les méga aéroports du Golfe, ça peut être... Enfin, je veux dire, ils ont une fragilité structurelle qui est très très forte. Et puis il y a l'Iran, qui d'un côté se défend bec et ongle, mais en même temps ils sont asphyxiés. C'est un pays qui est au bord de la ruine économique. Et donc on sent une pression montée du bas, sociale, les salaires, le chômage, on vend plus de pétrole. Et donc on sent bien aussi à la fois une résistance, parce qu'il y a dans le régime iranien des gens comme les gardiens, etc., qui mènent une résistance idéologique frontale, et des gens qui disent qu'il faut trouver une sortie. Il va probablement se passer des choses à New York cette semaine. Alors, Pierre, d'un mot, je crois que vous vouliez intervenir, et Rosa ensuite. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a au moins 3 pouvoirs en Iran. C'est-à-dire que même si c'est eux qui ont commis ces actes contre l'Arabie Saoudite, on ne serait pas plus avancé, on ne saurait pas qui l'a fait, en fait. Donc c'est une affaire qui est extrêmement compliquée. C'est pour ça que tout le monde fait un peu des allers-retours. C'est aussi beaucoup de diplomatie qui n'a pas fonctionné. La diplomatie, c'est censé faire une désescalade. Sous Trump, on voit l'inverse, en fait. On voit des espèces d'escalade pas possible, puis après, du coup, c'est la dépendade. Je pense que c'est une administration américaine qui, malheureusement,
malheureusement maîtrise assez mal le Moyen-Orient et qui a envie de s'en retirer, mais qui ne sait pas non plus comment faire. Rosa. Je crois que Trump, il est aussi prisonnier d'un calendrier électoral avec une opinion américaine qui n'est pas prête à accepter un conflit majeur dans la région. Vous pensez-vous que Donald Trump ne se risquerait pas à une guerre dans ce contexte-là? Il ne suit pas les faucons. Le débarquement récent de John Bolton montre qu'il est son ancien conseiller à la sécurité. Voilà. Mais en revanche, on a eu un premier temps une réaction, les propos de Mike Pompeo parlant d'un acte de guerre portant les empreintes digitales de l'ayatollah Khamenei, les promesses de riposte de Trump, et puis les déclarations plus récentes, c'est quand même du côté américain l'affirmation qu'on recherche une solution, une réponse pacifique. De l'autre côté, du côté iranien, je crois qu'il y a une stratégie aussi de tension très très calculée. On pourrait citer par exemple le fait que l'Iran reprend son programme d'enrichissement. Le cœur du problème, c'est ça, c'est la rupture de l'accord sur le nucléaire iranien, cette rupture, le retrait unilatéral des États-Unis qui écarte une solution durable pour l'instant. Et ce qui se passe dans cette région, l'enjeu fondamental, c'est que depuis l'invasion américaine de l'Irak en 2003, la chute de la dictature de Saddam Hussein, il y a une concurrence qui s'affirme entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pour le statut de puissance régionale. Et tant que on n'aura pas une forme de reconnaissance du fait que l'Iran est une puissance régionale, est aussi un marché potentiel. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles d'autres puissances, l'Union européenne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, sont très gênées avec la rupture de cet accord avec le nucléaire iranien, c'est qu'il y a des enjeux économiques aussi énormes derrière. On a l'impression ces dernières semaines, cet été, que Donald Trump était peut-être plus disposé à négocier, à rediscuter avec l'Iran. Ça veut dire que c'est plus possible? Vous avez eu cette sensation? Non, mais Alors Ziad? C'est toujours possible. Encore une fois, moi je regarde ce qu'il a fait en Corée du Nord avec un archi-ennemi. C'est faisable avec les Iraniens et s'il en tire avantage, il tentera sa chance. Mais on est dans un jeu, comme vous le disiez tous les deux, on est dans un jeu d'alliance aussi. Donc il y a un allié israélien qui joue sa carte à fond. Il y a des Saoudiens qui, comme tu disais, cherchent à être la puissance unique. Mais bon, c'est quand même, ça relève un peu du fantasme. Donc on est un peu dans ce jeu d'alliance. Il y a des territoires de guerre qui ne sont pas forcément frontales. On peut parler de la Syrie, où il y a constamment des attaques, des bombardements, des forces iraniennes qui sont attaquées. Je veux dire, tout ça est un jeu à multiples facettes. C'est pour ça que quand on parle de la guerre accidentelle, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas non plus exclu. C'est-à-dire, il y a tellement d'interactions. Il y a aussi les rodomontades de Trump et il y a des États-Unis qui n'ont plus forcément les moyens de leur politique de puissance dans le Golfe. Tout ça coûte évidemment très très cher, même si les budgets alloués au Pentagone sont en constante augmentation et battent des records chaque année. Cette attaque-là, elle montre une grande vulnérabilité de l'Arabie Saoudite, mais une grande vulnérabilité de son principal allié et protecteur dans la région, les États-Unis. Ce territoire-là est quand même protégé par des systèmes antimissiles patriotes américains. Et on voit bien là qu'il y a une forme de vulnérabilité qui place les États-Unis pas du tout dans la position de pouvoir déclencher un conflit majeur dans la région. Puis le positionnement des Émirats Arabes Unis, par exemple, dont on parle très très peu, mais qui est quand même clé, hein, c'est quand même eux qui ont financé, par exemple, l'Égypte post-Sisi, etc. Il est beaucoup moins offensif que dans la première période de contre-révolution à partir de 2013. Les Émirats voient bien que Trump ait pu cette espèce de président vindicatif comme avant. Ils sont plus sûrs non plus de leur allié saoudien qui est dans une histoire de rapport un peu compliqué avec ce bourbier yéméni dont on ne sort pas. Le Yémen, c'est une espèce de tiroir-caisse local. Ils sont très clairement en retrait. On ne fait pas une guerre contre l'Iran sans les Émirats. Donc ça aussi, c'est important. Sur le plan militaire, purement militaire, cette attaque sous le radar, c'est quelque chose d'assez fondamental quand même, parce que on a pratiquement mis à genoux le marché pétrolier mondial en 2 heures avec des drones. Quand il parle de missiles, moi je suis curieux de voir quel genre de missiles. Je pense pas qu'il s'agissait de missiles de dernière génération super sophistiqués. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est comme disent les spécialistes, c'est de la low intensity, c'est quelque chose d'en dessous qui met en danger un espèce d'appareil surmilitarisé, surprotégé, qui pose un véritable problème d'image aussi à la monarchie saoudienne, qui dépense 10 milliards par an ou 15 milliards par an ou je ne sais combien de milliards par an dans sa défense. Et donc, le roi est nu d'un seul coup par des drones qui s'infiltrent. Et donc, je pense que tout ça, ça a créé une espèce de... on était sur des enjeux qui devenaient extrêmement vitaux.
toucher le pétrole, on sait que pour les États-Unis, c'est quelque chose de... On atteint des domaines de la ligne rouge. Est-ce qu'il faut libérer les stocks d'urgence? Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce qu'il faut faire cela? Donc je pense que là, moi je suis vraiment curieux de savoir ce qui va se passer cette semaine à New York. Les visas ont été donnés, les Iraniens y seront. La France milite pour qu'il y ait une rencontre entre Iraniens et Américains. Est-ce que selon vous, sans jouer les pitis, ça peut donner quelque chose, puisque ça va être l'actualité de la semaine prochaine? La France, elle joue surtout un rôle dans la région en vendant des armes à l'Arabie Saoudite. Encore récemment, on voit l'implication de navires de guerre français, vendus par la France, dans le blocus qui fait des milliers de victimes au Yémen. Donc la France, dans cette région, elle est surtout guidée par la possibilité de continuer à signer des contrats d'armement. Et alors, en dehors du rôle de la France, qui veut jouer les entremetteurs, mais une rencontre Trump-Rouhani en marge de l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine, ça vous paraît possible dans ce contexte ? Oui, sans doute. En tout cas, je pense que c'est souhaité par les deux parties. Je pense que les deux parties ont compris aussi la faiblesse dans laquelle est MBS aujourd'hui, que c'est une crise de trop, en fait, pour l'Arabie Saoudite, qui est quand même un royaume qui faisait pas de pub avant de sortir massivement en 2013 pour contrer les frères musulmans, Enarda, etc. Voilà, puis surtout les frères musulmans en Égypte. Ils étaient plutôt dans une sorte de contingence, un peu. On parle pas trop de nous, parce qu'ils sont friables, on le voit encore aujourd'hui, ils sont fragiles. Alors ils ont beau avoir ce système de compensation pétrolier, ils sont très vulnérables quand même sur ce plan-là. Ils dépensent beaucoup d'argent pour leur défense qu'ils ont sous-traité aux États-Unis, etc. Donc c'est quand même, tout le monde souhaite un apaisement, mais ils ne savent pas très bien comment on verra déjà la semaine prochaine. Et puis il y a leur électorat aussi. Pour Trump, c'est montrer les muscles, c'est important. Et on verra donc la semaine prochaine si rencontre il y a ou pas. On aura l'occasion d'y revenir certainement dans Kiosque, là aussi.